Alors, je m'appelle Olivier Azot. Bon, ma personne n'est pas très importante. J'ai juste envie de vous parler quelques secondes de la société pour laquelle je travaille. Nous sommes une petite société récente qui fabriquons des chaudières. Donc cette chaudière-là, c'est un peu mon outil de travail quotidien, même si là, la partie électronique n'est pas présente. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse des chaudières écologiques et ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'innovation dans le chauffage, je vous invite à aller voir notre site web. Conception émergente. Dans la conception émergente, il y a conception. Alors ça, c'est une définition de l'Académie française. Activité de l'esprit en vue de la compréhension ou de l'élaboration de quelque chose. Alors le « ou » me gêne un peu, parce que finalement, est-ce que la compréhension et l'élaboration sont deux choses séparées, ou est-ce que vraiment, enfin, ou est-ce qu'en fait, elles ne seraient pas quelque part indissociables? Et c'est un peu ce qu'on pourrait essayer de voir aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie de faire un talk trop théorique, et j'aime bien les jeux, donc on va jouer. Je vous présente Alice et Bob, deux robots. Alors ces robots, bon, là, bon, vous avez vu mes talents de graphiste, bon, passons. On va les voir de haut, c'est-à-dire on va les voir une vue d'avion, et ces robots vont jouer à la balle, ils vont se passer une balle. Et pour cela, on va devoir les programmer. Alors on va s'inventer un petit langage de programmation pour les programmer. Et par exemple, on va dire une instruction possible pour Alice, si on veut lui faire envoyer la balle à Bob, c'est quand je reçois la balle, je l'envoie à Bob. Et ça coûte 3, parce que le code, ça a toujours un coût, il faut payer un développeur, enfin, il y a toujours un peu de coût, donc ben ça, on va dire que cette instruction, elle coûte 3, parce qu'elle est relativement simple. Donc Alice va envoyer la balle à Bob, et puis après, on voudrait que Bob la renvoie à Alice. Donc on va programmer Bob. Et Bob, on le programme avec un programme qui dit « Quand je reçois la balle, je l'envoie à Alice ». Et ça coûte 3 aussi, parce que ce n'est pas le même programme. Dans un cas, on envoie à Bob, dans l'autre cas, on envoie à Alice. Et 3 plus 3, ça fait 6. Alors on se dit, ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc un peu plus intelligent? Et par exemple, Alice, je vais la programmer avec une instruction un peu plus compliquée, qui coûte un peu plus cher. Quand je reçois la balle, je la envoie au robot qui est en face de moi. Alors ça, on comprend que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est quoi le robot qui est en face de moi? Donc ça coûte 5. Mais ça a un super avantage, c'est que ce programme, je peux le mettre aussi sur Bob. Et du coup, nos deux robots vont s'envoyer la balle, et au final, ça m'a coûté 5. C'est OK jusque-là? Est-ce qu'il y en a qui voudraient une explication supplémentaire? C'est global. C'est un coût global. On ne va pas aller dans le détail de développement de temps humain, de tests, de moyens de test. Imaginons la totalité de la chose. C'est juste que quand on a quelque chose qui est un peu plus compliqué, ça va coûter un peu plus, mais dans certains cas, ça peut nous faire gagner globalement de l'argent. Et donc, tous ensemble, on va essayer de programmer quelques robots. Alors, si vous avez un ordinateur ou un téléphone portable, je vous invite à vous connecter à cette adresse-là. Donc, vous allez tomber sur un écran d'attente. Donc, alors, bon, si jamais vous avez l'impression que c'est bloqué, c'est normal, c'est pas bloqué, c'est juste que c'est lent. Ne vous en faites pas. Donc, à travers l'écran sur lequel vous allez tomber, dans les slides suivants, je vais vous proposer de faire des choix de conception. Vous devrez choisir quel
quelle instruction vous allez choisir pour notre programme à rajouter. Sachant qu'en fonction de votre choix, vous allez dépenser plus ou moins. Donc, je vois le nombre augmenter. 23. Ouais, quand on voit ça, c'est bon. Ça tourne, ça attend, on attend. Voilà. Alors aussi, ne rafraîchissez pas la page en cours de route, vous savez, parce que si vous rafraîchissez la page, vous allez être pénalisé, tout simplement par rapport au coût que vous allez dépenser. Donc, s'il y a des attentes pendant la durée du jeu, c'est normal. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore réussi, qui voudraient essayer de se connecter et qui ne sont pas encore connectés? On attend encore quelques secondes. On a le temps, hein, on a le temps. C'est bon pour tout le monde? Alors on y va. Voilà Alice et Bob. Vous les connaissez déjà. Et bon, ben, pas de surprise pour notre début. Normalement, si vous vous en souvenez, on veut que Alice envoie la balle à Bob. Donc là, sur votre écran, vous allez avoir un choix à faire. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Quand je reçois la balle, je l'envoie à Bob, ça vous coûtera 3. Ou quand je reçois la balle, je l'envoie au robot qui est en face de moi, ça vous coûtera 5. Et donc, à vous de faire votre choix. Donc le chrono arrive à son terme. Et voilà. Et je vous présente Claire. Et donc dans cette deuxième étape, on voudrait que Bob envoie la balle à Claire. Et donc là, on va avoir encore 2 choix. On peut programmer Bob avec quand je reçois la balle, je l'envoie à Claire, ça vous coûtera 3. Ou quand je reçois la balle, je l'envoie au robot qui est à droite de moi, ça vous coûtera 5. C'est bon pour tout le monde? Allez, étape suivante. Je vous présente David. Alors, bon, je pense que vous avez compris qu'une fois que Claire a la balle, on veut l'envoyer à David. Donc, on va devoir programmer Claire. Vous imaginez qu'on a 2 choix. Quand je reçois la balle, je l'envoie à David, ça vous coûtera 3. Quand je reçois la balle, je l'envoie au robot qui est à gauche de moi, ça vous coûtera 5. Ça va arriver, ça va arriver. J'espère. Et voici Ève. Et David va envoyer la balle à Ève. Donc on retrouve les 2 mêmes choix que pour Bob, en fait. Donc si pour Bob, vous aviez déjà fait le choix, j'envoie au robot qui est à droite de moi, ça ne vous coûtera rien parce que vous avez déjà le programme. Sinon, vous pouvez aussi toujours choisir, quand je reçois la balle, je l'envoie à Ève, qui vous coûtera 3. Ou choisir de payer 5 pour, quand je reçois la balle, je l'envoie au robot qui est à droite de moi.
Allez, le temps est écoulé. Voilà, normalement, ça va plus vite pour faire les choix. On commence à comprendre le principe. Allez, voici Fred. Alors, une info, Fred, c'est notre dernier robot. Il n'y en aura pas d'autres après. Et donc, Eve va envoyer la balle à Fred. Donc, on est toujours un peu dans la même situation. Donc, un peu toujours pareil. Est-ce que vous choisissez de programmer Eve avec quand je reçois la balle, je l'envoie à Fred, ou quand je reçois la balle, je l'envoie au robot qui est à droite de moi? Ceux qui ont déjà ce programme-là, bien sûr, n'ont rien à faire, c'est gratuit. Allez, quand même, une petite dernière étape. Fred, il renvoie la balle à Alice pour que nos robots jouent bien à la balle et la fassent circuler. Donc là, vraiment, c'est la fin. Donc là, pour le coup, coder un truc générique là, si jamais vous avez à le faire, ça ne vaut peut-être pas le coup quand même, hein, parce que là, vous savez que il n'y a plus rien à faire après. Et voilà, donc si tout s'est bien passé, la plupart d'entre vous doivent avoir un score affiché sur leur écran. Donc le meilleur score possible, c'était 11. Le moins bon score possible, c'est 24. Alors on va voir un peu ce qui s'est passé. Ah. Ah, bon. Ah, bon, ben, ça va peut-être arriver. Alors voilà les stats. Voilà les stats de la salle. Donc on voit qu'il y a 4 personnes qui ont bien joué, qui s'en sont tirées à pas trop cher. Bon, après, ça dépend un peu. On voit, beaucoup de personnes doivent être à 15. Vous pouvez la mettre à la main, c'est qu'ils sont à 15, si c'est bien ça. Oui, c'est un peu le maximum de ce qu'on a dans la salle. Donc, donc vous voyez, donc tout le monde a fait des choix différents. Alors pour ceux qui travaillent dans la réalisation de logiciels, peu importe dans quel rôle, est-ce que ce petit jeu vous fait penser à quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré? Oui, ça ressemble. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu à faire des choix similaires dans leur quotidien? Moi, ça m'arrive assez souvent. Donc voilà, alors les questions qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Une première question, c'est quand on démarre. Alors, la première étape, vous êtes 12 à avoir choisi d'envoyer, de programmer, faire un programme simple, juste 3 points, juste qui coûte 3, pour envoyer la balle à Bob. Vous êtes 23 à avoir choisi de faire quelque chose de générique qui allait pouvoir vous servir un peu plus tard. Pas de bol, ça ne vous a pas servi. Donc voilà, donc déjà c'était 2 qui ont été gâchés sur ce coup-là. Donc bon, évidemment, ces choses-là, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. C'est un jeu. Dans la vraie vie, on fait toujours le bon choix. Un truc où on sait qu'on va pas on n'a pas besoin de quelque chose de générique, on ne va pas le faire. Si ça avait été du vrai code, je suis sûr que personne n'aurait codé le choix générique. Ou pas. Donc c'est l'argument classique, on gagnera du temps plus tard. Donc ça, vous connaissez XKCD, donc traduction, est-ce que vous pouvez passer le sel? Oui, mais
ça fait 20 minutes qu'il est en train de développer un système pour pouvoir passer le sel, le poivre, le cumin, enfin tout ce que vous voulez. Mais bon, on va gagner du temps pour plus tard. En attendant, il n'y a pas de sel et on ne peut pas manger. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est pendant qu'on fait ça, dans la réalité, on a souvent des utilisateurs. On code des trucs, on se dit on va coder quelque chose de générique pour parer à tous leurs besoins, mais en attendant, ben on leur a rien livré, on ne reprend rien de leurs vrais besoins, on a un utilisateur insatisfait. Donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors je ne veux pas dire que l'abstraction, ça ne sert à rien. Elle peut avoir une utilité. Même cette classe, même si c'est du Java, elle peut avoir une utilité. Abstract, singleton, proxy, factory bin. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais peut-être pas au début. Je veux dire, en première étape, c'est peut-être un peu trop d'arriver à des choses trop abstraites qui au final, ne nous servent pas à grand. On ne sait même pas si ça va nous servir. Et sur le moment, elles ne nous servent à rien. Alors, il y a des agilistes, il y a fort longtemps, il y avait un slogan, Yagnik. Qui sait qui a déjà entendu ce slogan? Ah, c'est bien. Bon, vous n'allez pas en avoir besoin. Une autre façon de dire les choses, c'est aussi décider aussi tard que possible. Ça, c'est une phrase qui apparaît dans Lean Software Development. Et ça, de mon expérience, c'est particulièrement vrai pour des éléments un peu externes, des éléments tiers que l'on ne maîtrise pas forcément, donc les frameworks, les bases de données. Leur donner la priorité en se disant on va les prendre au départ, on va les choisir au départ, on va vraiment réfléchir à tout ça. Au final, ben, on fait rentrer dans les projets un lot de contraintes pour une utilité qui, au départ, ben, on ne sait pas en fait. On ne sait pas de quoi on va avoir besoin. Une base de données, c'est très rare que l'on sache au départ de quoi on va avoir besoin exactement. Et un framework, n'en parlons même pas. Après, il y a la question du code spécifique. Parce que bon, là, je dis, faire du générique dès le départ, c'est pas terrible. Après, de l'autre côté, faire du spécifique tout du long, c'est pas forcément mieux. Donc là, on voit les choix qui ont été faits dans la salle. Donc le choix spécifique, même une fois qu'on avait vu qu'on avait des patterns qui se répétaient, malgré tout, quelquefois on se dit ah ouais, mais peut-être pas là, peut-être c'est pas le moment de faire du générique, ça va nous coûter trop cher. Et donc bon, restons simples, restons encore simples. Et donc on ne monte pas en abstraction. Bon, c'est un peu le travers opposé du générique trop rapide. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des lignes de code comme ça que j'ai même pas envie de lire. Là, il y a 6 ifs imbriqués, parce que ben, on a rajouté quelque chose, on a rajouté autre chose, on a rajouté autre chose. Bon, ça, enfin, en fait, ça n'arrive pas dans la vraie vie, parce que ça, c'est un code que j'ai pris d'un logiciel qui a été écrit par un prof de maths. Les vrais développeurs professionnels de logiciels n'écrivent jamais ce genre de code, jamais. Ou alors, enfin, parfois, on a des scènes comme ça aussi. Quelquefois, on se dit, ben, on voit le développement logiciel comme un outil et pas vraiment comme une discipline. Et finalement, c'est souvent ce qui entretient l'illusion que le développement logiciel, c'est facile. On peut écrire plein de trucs illisibles et les empiler, et parfois, ça tombe quand même en marche. Et puis quand même, vous êtes quand même pas mal à se dire à un moment, bon, ben, je vais factoriser. Quand je reçois la balle, je l'envoie au robot qui est à droite de moi. Donc, vous êtes 12 à l'avoir fait la factorisation au niveau de David, 3 au niveau de Eve, bon, aucun au niveau de Fred, c'est normal parce que ça ne servait plus à rien. Donc vous n'êtes pas forcément d'accord sur le bon moment où il fallait factoriser. C'était le deuxième. Bob était le premier. Mais Bob, c'était vraiment le tout premier. On savait, enfin, on savait pas trop encore à quoi s'entendre. David, c'était la première fois où on voyait une passe à droite enfin, c'était la deuxième fois où on voyait une passe à droite.
Donc on s'est dit, ah, ça j'ai déjà vu. Donc Ève, c'était la 3e fois. Donc le problème, en fait, c'est surtout, on voit qu'il y a des duplications, mais on se dit, mais quand est-ce qu'il faut factoriser? Ça, c'est la réponse, elle n'est pas forcément évidente. Combien de duplications attend-on avant de les supprimer? Alors, il y a des gens qui ont des réponses. Martin Fowler, dans Refactoring, il dit 3, au bout de 3, on refactore, lors de la 3e occurrence. Alors, pourquoi 3? Pourquoi pas 2? Peut-être parce qu'à 2, on n'a pas forcément encore la bonne vision de l'abstraction. Bon, ici, peut-être que la passe à droite semblait évidente. Dans d'autres contextes, il peut y avoir plusieurs abstractions en compétition, on ne sait pas laquelle choisir. Donc 3, c'est pourquoi pas. Donc si j'attends la 3e occurrence, je termine à 17 points, en fait. J'ai un coût de 17 au final, si j'attends la 3e occurrence pour refactoriser. C'est-à-dire si j'attends Ève. Après, j'aurais pu aussi me dire, peut-être que Alice, finalement, au départ, elle a la balle, mais peut-être qu'elle aurait pu la recevoir de quelque part et me dire, ah ben tiens, Alice, elle passe à droite quand même. C'est un peu tordu comme raisonnement, mais pourquoi pas, ça peut passer. Là, on faisait 14 points. Donc, la suite, elle nous aurait donné raison, mais est-ce qu'on avait vraiment les éléments pour faire ce choix? Et donc là encore, il y a des gens qui apportent des réponses. Et une des réponses possibles, c'est de dire notre conception doit rester simple. Donc quelqu'un a déjà vu ça, les 4 règles de la conception simple? Donc beaucoup moins déjà. Donc c'est dans la méthode Extreme Programming. Donc c'est la méthode de conception proposée par Extreme Programming. Donc tout l'espace, ça c'est un peu une évidence, ça veut dire juste que le code doit fonctionner. Un nombre minimal d'éléments, parce qu'on ne va pas coder des trucs qui vont servir peut-être dans le futur. Bon, pas de duplication, on vient d'en parler. Et exprimer toutes les intentions, ça c'est quelque chose peut-être d'un peu plus compliqué à évaluer. Qu'est-ce que c'est les intentions? Le code, c'est un peu un vecteur de communication. Donc passer la balle à droite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est vraiment l'intention qu'on voulait exprimer? Une autre façon de voir ça, c'est la roue du TDD, où on écrit un test qui échoue, et on va écrire le test code suffisant pour faire passer le test. Donc là, on veut juste les tests qui passent, et un code minimaliste. Il faut juste que ça passe. Et c'est dans la phase de réusinage, ou refactoring en anglais, où on va essayer de mettre en forme le code pour améliorer la conception. Donc exprimer les intentions et pas de duplication. Donc au passage, le TDD, c'est une pratique de conception, ce n'est pas une pratique de test. Donc cette intention, on peut se dire, est-ce qu'on pouvait la deviner plus tôt? Enfin, si vraiment il y avait un moyen de faire 11 points, c'est de dire, pour Alice, je fais simple, pour Bob, je fais générique, pour Claire, je fais simple. Et après, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et à 11, j'avais tout gagné. Mais là, il fallait vraiment... Ça, c'est la boule de cristal. Ou alors une chance incroyable. Est-ce qu'on peut deviner le futur? Donc, en fait, vous êtes 13 à avoir deviné que la deuxième étape, là, je passe à droite, elle serait réutilisable. Par contre, vous êtes 16, peut-être les mêmes, qui se sont dit que la passe à gauche serait réutilisable aussi, mais en fait, elle ne l'était pas. Donc peut-être vous avez deviné le futur, peut-être pas. Maintenant, il y avait peut-être un moyen de le deviner un peu mieux. Si au départ, je vous avais dit, avec nos robots, on va faire du dessin à l'équerre. Ah ben là, tout de suite, ça devient beaucoup plus clair. Déjà, à l'étape 2, il n'y aurait eu aucune hésitation. Dessin à l'équerre, on peut argumenter sur le fait qu'on va faire des angles de 30, 60, 45 ou 90, le plus courant, mais au moins, dessin à l'équerre, on peut se dire, je fais des passes à angle droit, ça rentre dans la logique de mon logiciel puisque je veux faire des dessins à l'équerre. Et donc, on aurait pu faire 3 au début parce que envoyer la balle en face, ce n'est pas du dessin à l'équerre.
Par contre, les coups à droite et les coups à gauche, c'est du dessin à l'équerre, donc vous faisiez 3 plus 3 plus 5. Et en 13 points, si on avait su que c'était du dessin à l'équerre, on pouvait s'en sortir avec 13. Parce qu'on savait déjà que les abstractions utiles étaient la passe à droite et la passe à gauche, parce que l'équerre. Alors ce dessin à l'équerre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme, par rapport à mon logiciel, ce terme dessin à l'équerre? Quelqu'un, une idée? Plus générale? Ouais. Alors si je reste dans Extreme Programming a une pratique pour ça. Ça s'appelle la métaphore du système. Donc finalement, le dessin à l'équerre, c'est une métaphore de mon logiciel, la manière dont se passaient les balles. Et donc l'idée, qui pour moi en tout cas il y a dans Extreme Programming, c'est qu'on peut faciliter les discussions sur le logiciel avec une métaphore, parce que les étapes initiales qui, elles, sont un peu moins abstraites, eh bien, elles vont nous aider à faire émerger cette métaphore. Et cette pratique de la métaphore, même si elle porte d'autres noms, on la retrouve un peu dans diverses méthodes de conception. Par exemple, dans DDD, il y a quelque chose d'un peu similaire qu'on appelle le langage universel, Ubiquitous Language. Donc c'est une manière d'exprimer des concepts qui sont un peu centraux au logiciel que l'on va développer, et donc qui forment un peu la métaphore de l'ensemble que l'on va avoir. Donc si je prends par exemple Clean Architecture, on appelle ça aussi parfois architecture hexagonale. Et donc là, on parle d'entités et de cas d'utilisation. Il n'y a pas que dans cette méthode-là qu'on en parle, mais ça aussi, ce sont des formes de métaphores. Après, on peut aller sur des choses un peu plus ésotériques, je dirais. Quelqu'un a déjà lu ce livre, SICP? Personne? Bon, alors, je peux que le conseiller, mais après, bon, il est c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, eux, ils parlent d'abstraction métalinguistique. Et donc, ce qui revient à dire que créer un logiciel, c'est créer un langage et créer les interpréteurs qui vont exécuter ce langage. Bon, dit comme ça, ça ne parle pas forcément, mais il faut le lire. Et on arrive sur des notions aussi que l'on peut appeler programmation orientée langage. Donc on parle DSL, c'est ce que ça parle à quelqu'un donc des DSL, on parle de DSL embarqué, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un logiciel, on va intégrer des concepts qui seront un langage et créer des interpréteurs qui vont exécuter ce langage. Et donc le cœur du métier du logiciel, il est dans ce langage un peu abstrait qui est spécifique au métier que l'on veut implémenter. Et ce langage-là, ben, ça reste proche d'une métaphore par rapport à l'ensemble de ce que l'on veut implémenter. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est une phrase de Jeff Bezos. Alors bon, on peut aimer ou pas Amazon, mais en tout cas cette phrase-là est intéressante, parce que Jeff Bezos, il explique qu'on lui demande souvent ce qui va changer dans les 10 ans. Mais personne ne lui demande ce qui ne va pas changer. Et pourtant, en fait, c'est ce qui est important. Les nouveautés que voudront les utilisateurs dans un an, la plupart du temps, ben, on a vraiment du mal à les deviner. Et en fait, ce n'est pas si important que ça. On a largement le temps de s'en préoccuper. Par contre, ce qui restera identique, c'est bien plus important. Et donc, d'où l'idée que la métaphore, c'est quelque chose de crucial, parce que détecter les abstractions, implémenter les bonnes abstractions, savoir quelles abstractions sont les bonnes et celles qui ne vont pas changer dans la suite du logiciel, c'est ça qui est crucial dans
dans la conception. Les détails, les trucs qui vont changer, on les changera de toute façon. Et si on ne les connaît pas tout de suite, ce n'est pas très grave. Par contre, les trucs qui ne vont pas changer et qui, bien souvent, sont les fondations de notre système, ceux-là, c'est important de les détecter et donc de faire en sorte que les phases de conception que l'on va avoir dès le début du projet permettent de détecter ce qui ne va pas changer. Donc, en résumé, si j'essaie de résumer ce que j'ai essayé de faire passer en quelques minutes, c'est, moi en tout cas, la manière dont je travaille quand je développe le logiciel, c'est que je commence par coder des comportements spécifiques. J'essaie de simplifier pour révéler les intentions qui sont vraiment les vrais besoins des utilisateurs et à travers tout ça, découvrir la métaphore, c'est-à-dire découvrir finalement ce qui est au cœur de mon logiciel, ce qui ne va pas changer dans les semaines, les mois, les années à venir. Et donc tout ça pour dire que la conception émergente, c'est un peu un pléonasme. La conception est par essence émergente parce qu'on découvre des choses. C'est une activité d'apprentissage. Et ça, c'est une phrase de Ken Beck qui dit qu'on peut vraiment pousser cette activité d'apprentissage un peu à son extrême. C'est de dire, essayons de traiter la programmation comme une activité d'apprentissage qui, en plus, comme ça, fait qu'on a un produit logiciel qui est développé. Mais en fait, le cœur du métier, c'est apprendre. C'est apprendre les besoins et apprendre ce qui va être au cœur des besoins, les choses qui vont permettre d'avoir un logiciel qui va pouvoir durer sans avoir à casser les choses tous les 4 matins et sans avoir à inventer des trucs où on ne sait pas si ça va resservir parce qu'on n'a pas encore appris ce qui allait vraiment durer. Donc, beaucoup de ces idées que je parle là, moi, je n'ai rien inventé. Je ne fais que retransmettre parce que tous ces trucs-là, ils sont déjà dans Extreme Programming. Donc, c'est... Voilà. 1999-2019, ça a facilement 20 ans. Donc, normalement, on a toutes les clés pour faire des logiciels qui durent et sans trop se prendre la tête. Bon, après, il faut quand même essayer de l'appliquer, avoir le courage de l'appliquer. Alors une petite vidéo pour terminer, parce que le petit jeu des robots que vous avez vu là, alors si vous avez été dans des Agile Tours précédents, ici même à Bordeaux, c'est la 3e fois que je viens avec ce type de programmation sous diverses formes. Donc la fois précédente, c'était sous forme de jeu de balles où les personnes jouaient vraiment avec une balle. Donc ça c'est une vidéo qui je ne sais même pas où ça se passe, en fait, c'est pas moi qui l'ai filmé. Mais donc c'est pour dire, vous allez retrouver la... Putain, j'arrive pas à la voir. Donc vous retrouvez les robots qui se passent la balle. Vous retrouvez exactement le même... Donc si vous avez envie, par exemple, de faire jouer ce genre d'interaction, ce genre de mécanisme, donc sur le site, là, vous avez toutes les fiches du jeu pour reproduire un peu le jeu que l'on a fait ensemble aujourd'hui. Et même d'autres scénarios, en fait, qui permettent d'avoir d'autres choses. Et je vous remercie. Donc s'il y a des questions, je pense qu'on a encore on a du temps pour discuter. Alors, les micros, je ne sais pas où ils sont. Ouais. Ah, dans le coin. Il y a un bouton rouge dessous.
Quelle est selon vous une bonne façon pour évangéliser ce genre de pratique dans une équipe? C'est-à-dire éviter de... moi, ce que je constate des fois dans mon travail, et moi, je me compte dedans, hein, c'est cette propension à peut-être faire de l'over-engineering ou justement de pas prendre le temps de découvrir cette métaphore, justement. Est-ce que vous avez des indices comme ça pour essayer de sensibiliser en fait les autres et soi-même sur ces problèmes? Non, alors j'ai pas de baguette magique déjà. Après, je connais pas trop d'activités. Il y a quelques activités de code qui existent. Je pense par exemple à Elephant Carpaccio, je ne sais pas si ça vous parle comme kata, où on essaie de découper les choses de manière très fine pour avancer petit à petit. Enfin, de manière générale, il y a beaucoup de kata de code que l'on peut pratiquer pour essayer d'apprendre des choses en dehors du contexte de travail habituel où c'est pas toujours facile d'arriver à apprendre parce que le contexte est beaucoup plus compliqué on n'arrive pas forcément rapidement à tirer donc après à tirer les enseignements dans un contexte un peu trop compliqué. Donc je dirais de manière générale, les katas de code, ça s'y prête. En tout cas, beaucoup d'entre eux peuvent être orientés dans cette logique-là. Et après, bon, divers jeux. Donc j'ai parlé de Software Ball. Bon, ça c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus ésotérique. En fait, c'est pas du code, on se dit oui, mais on lance des balles, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement. Donc je ne sais pas si parmi d'autres personnes ont probablement d'autres idées. Juste pour dire que c'est plus ésotérique, mais ça permet aussi d'embarquer des populations qui ne sont pas directement techniques, le software ball, et de leur faire comprendre justement comment l'équipe va travailler derrière, et de partager ça entre l'équipe et les parties prenantes. D'accord. Merci. Tout à fait. Non, le software ball, c'est exactement. Pour le coup, ça fait moins peur à des gens qui n'écrivent pas de lignes de code. Donc moi je rejoins un peu en fait ce qui est dit aussi. C'est vrai que le software ball en fait permet au moins cette compréhension. En fait moi je suis dans une équipe où là on fait des usines à gaz clairement parce qu'on veut quelque chose de très générique, de très abstrait qui va durer dans le temps. On est dans le cadre en fait d'une refonte, donc je pense que même à des techniques en fait ça peut parler parce que c'est un exercice qui est relativement simple et tout de suite en fait on a un résultat. Donc je pense que c'est un exercice en tout cas que j'essaierai de faire passer auprès de mon équipe pour que on ait conscience que ça ne sert à rien de partir dans des trucs trop compliqués dès le départ. D'autres questions, d'autres avis des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette approche, on peut aussi. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé.